Salut, bienvenue pour l'épisode 2 du VRP de la démocratie. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1, la liberté d'expression du haut et la liberté d'expression du bas, on vous propose de commencer par le premier épisode. Si tout va bien, la semaine prochaine, on va publier démocratie du haut et démocratie du bas, qui viendra compléter un triptyque sur la liberté d'expression, le journalisme et la démocratie, qui sont des sujets interdépendants. À partir du quatrième épisode, on sera ouvert à toutes vos suggestions, actualités politiques et géopolitiques. N'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est donc journalisme du haut et journalisme du bas, et on va voir dans l'ordre. Petit 1, les qualités attendues d'un journaliste de grands médias en Occident. Petit 2, ce qui nous donnera en fait l'explication du rachat des grands médias par une poignée de milliardaires. En petit 3, la faillite morale du journalisme que ces rachats ont engendré. Et petit 4, qui sera aussi notre conclusion, ce qu'il reste du journalisme authentique, la mission d'information du public. C'est parti. Donc on commence la première partie. Quelles sont les qualités attendues d'un journaliste de grands médias en Occident? Précision utile pour garder son emploi. La base, c'est de savoir du tac au tac comment réagir en toutes circonstances. Un petit quiz pour tester les réflexes. Petit 1, en cas de mouvements sociaux en France, qu'est-ce que je fais? Petit 2, des mouvements sociaux au Venezuela. Petit 3, un collègue stagiaire fait une erreur de jeunesse. Ça arrive au meilleur quand il commence. Un sujet impartial sur les mouvements sociaux en France. Que faire de son article? Bon, pour les moins habiles, le tir à 2 points marche aussi. Petit 4, quelle attitude en cas de flagrant délit d'esquive de sujet majeur? Au-delà de la bonne réponse, le temps de réaction est le véritable baromètre. 4 sur 4 et un bon chrono, c'est du Pulitzer en puissance. Maintenant la deuxième partie, pourquoi est-ce qu'une poignée de milliardaires a racheté les grands médias français? C'est une vraie question. Les médias perdent de l'argent, mais les Bolloré, Pigasse et consorts continuent d'y injecter de l'argent. Pourquoi? Par philanthropie? Pas sûr. Car quand cette même oligarchie a le moindre centime de manque à gagner dans ses autres business, le résultat est toujours le même. Licenciement et plan social en pagaille. Comme le dit Pierre Bourdieu, les riches achètent les médias pour donner leur message bien choisi aux pauvres. Dans le même esprit, Malcolm X disait: les médias sont les entités les plus puissantes sur Terre. Ils ont le pouvoir de rendre les innocents coupables et de faire des coupables des innocents. Et c'est ça le pouvoir. Parce qu'ils contrôlent l'esprit des masses. Et c'est ça le pouvoir. C'est la partie la plus importante de sa citation. Comprenant bien que les médias constituaient un cinquième pouvoir, il était essentiel pour eux de contrôler ce qu'ils peuvent dire et surtout comment ils peuvent le dire. En réalité, ils n'ont fait qu'appliquer aux médias la doctrine politique de Lénine qui disait: la meilleure façon de contrôler l'opposition, c'est de la diriger nous-mêmes. Ainsi, les journalistes de grands médias n'avaient plus que ce titre sur une fiche de paye. Pour Serge Halimi, ils étaient devenus les chiens de garde. Pour Jean Bricmont, les censeurs. Leur mission ne se limitait plus qu'à la fabrication du consentement, comme l'explique Noam Chomsky. La concentration autour de quelques oligarques explique pourquoi ils ne vont pas en prison. Parce que ce n'est plus du journalisme, c'est tout simplement des relations publiques. Ils sont simplement payés pour ne pas voir ce qui se passe chez eux et pour amplifier ce qui se passe dans les pays dont les intérêts ne sont pas ceux de leurs employeurs.
Maintenant, troisième partie, la faillite morale du journalisme dans les grands médias. Pour illustrer cette faillite morale, comme vous l'imaginez, on a tellement d'exemples que l'éternité elle-même ne suffirait pas à les énumérer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné ceux qui nous semblaient les plus criants. Le premier, qui nous donne l'occasion de sortir de nos frontières, c'est la censure en plein direct et en quasi simultané de Donald Trump. C'est sa première apparition publique depuis la nuit de l'élection. Lorsque Donald Trump prend la parole jeudi soir à la Maison-Blanche, c'est pour contester à nouveau et sans aucune preuve les résultats partiels. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Une allocution rapidement interrompue par certains présentateurs américains. On ne peut pas continuer la diffusion, car ce qui est en train d'être dit, c'est faux. Rappelez-vous l'extrait de la citation de Malcolm X. Des personnes payées à lire un prompteur auraient-elles plus de pouvoir que l'homme réputé occuper la fonction d'homme le plus puissant du monde, à plus forte raison à le faire en quasi-simultané? La question est évidemment rhétorique. Ce pouvoir, ils ne l'ont évidemment pas. Par contre, ceux qui les payent, ceux qui, pour reprendre la formule consacrée, tiennent les cordons de la bourse, ont ce pouvoir. Second exemple que l'on va présenter, précisons sans rentrer dans le détail, car il aura droit à un épisode spécial sur le mouvement des Gilets jaunes. Étienne Chouard, économiste français, figure de proue des Gilets jaunes et père du RIC, est interviewé par Denis Robert pour parler de son métier, l'économie. C'est tout du moins ce qu'il pensait. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre, j'y connais rien. Cet épisode est l'exemple ultime de la faillite morale des médias. Quelqu'un venu parler d'économie ne s'attend évidemment pas à une telle question. Le problème, il savait très bien que j'allais m'interroger là-dessus. Effectivement, je lui ai posé cette question et il a été assez stupide pour me répondre ce qu'il m'a. Et en même temps, j'en suis si. Denis Robert connaît, lui, le caractère éminemment sensible du sujet, qui est cadré par une loi d'exception, la loi Guessot. Une loi d'exception se distingue par une dérogation au droit commun, ce qui veut dire que par définition, elle ne laisse plus la place à la pensée individuelle et à l'interprétation en dehors de la loi elle-même. Denis Robert ici piège volontairement Étienne Chouard, qui répond de bonne foi en imaginant naïvement pouvoir revenir sur le sujet pour lequel il pense avoir été invité, l'économie, les gilets jaunes et le RIC. De son côté, Étienne Chouard représente toute la naïveté et la gentillesse de la France dite d'en bas. Naïveté, car l'avènement du RIC reviendrait à bouleverser tout le paysage politique, rendre le pouvoir au peuple, c'est l'enlever à ceux qui financent les relais médiatiques et politiques pour le garder. C'est ce qu'Étienne Chouard n'avait pas compris. En vérité, ce que vient d'infliger Denis Robert à Étienne Chouard, c'est rien de moins que le baiser de la mort. Paysage médiatique dégagé, plus d'Étienne Chouard, plus de gilets jaunes, plus de RIC, mission accomplie pour Denis Robert. C'est donc tout naturellement que le journaliste d'investigation Michel Collomb invite Denis Robert pour parler de la faillite des médias. Ceux qui ne connaissent pas Michel Collomb, on leur conseille vivement ses travaux et notamment son magnifique site investigation.net. On ne sait pas si cette invitation était sarcastique, mais ce qui est sûr, c'est que personne d'autre ne pouvait mieux parler de la faillite des médias que son meilleur représentant. Dernier exemple maintenant, pour tenter de disqualifier les discours du professeur Raoult, ceux qui financent les journalistes et qui ne nous pisseraient pas dessus si on était en feu, n'hésitent pas à sortir comme contradicteur Laurent Alexandre, urologue. En cela, il faut leur reconnaître un certain humour. En suivant leur raisonnement, c'est comme si un type disait à sa copine « Chérie, je crois que j'ai le Covid-19 ». Et sa copine s'agripperait au téléphone « Bouge pas mon amour, j'appelle l'urologue ».
Ces journalistes de grands médias ne savent-ils pas que ce qu'ils font n'a plus rien à voir avec du journalisme? Non, je voudrais faire un truc de journaliste. C'est de l'enfantillage. Ouais, tu es journaliste. Regarde les chiffres, tu cartonnes. La question est rhétorique. Upton Sinclair y répond pour eux par cette magnifique citation. Il est difficile de faire comprendre quelque chose à quelqu'un quand son salaire dépend du fait qu'il ne la comprenne pas. Et l'éthique dans tout ça? Comme dirait l'autre, l'éthique, c'est bien beau, mais ça remplit pas le frigo. L'épée de Damoclès du frigo vide, du chômage, c'est ça qui les maintient ou pas. Des médias qui appartiennent à une poignée de milliardaires ayant des intérêts convergents, c'est ce qui explique pourquoi les journalistes de grands médias occidentaux ne vont pas en prison. Ils sont payés pour ne pas voir ce qui se passe dans leur pays et amplifier ce qui se passe dans les pays, entre guillemets, non démocratiques, du point de vue de leurs employeurs. Leur pouvoir a néanmoins des limites, ce qu'ils ne peuvent pas acheter, ce qui nous amène à la partie 4. Ce qu'il reste du journalisme authentique. Le journalisme authentique, pour revenir au sujet de notre épisode 1 sur la liberté d'expression, c'est pareil, c'est un combat. Julian Assange, dont le gland n'aurait plus jamais connu de sécheresse s'il avait dit ce qu'il a dit sur la Chine, la Russie ou la Turquie, a privilégié l'éthique à son confort personnel en se sacrifiant sur l'autel de la vérité. Si ceux qui se prétendent journalistes tout en déshonorant cette profession avaient le centième de son courage, cette arnaque de Reporters sans frontières, prétendument baromètre de la liberté de la presse, devrait trouver de nouvelles pirouettes pour tenter de maintenir un semblant de crédibilité. Comme le dit Arthur Schnitzler, si tu t'avances jusqu'à l'autel de la vérité, tu trouveras beaucoup de monde agenouillé devant. Mais sur le chemin qui y mène, tu auras toujours été seul. C'est parce que les gens comme Julian Assange, comme Stéphanie Gibault ou comme Edward Snowden sont seuls. Et surtout parce qu'en renonçant à réfléchir par nous-mêmes, nous sommes devenus non plus les spectateurs, mais les figurants de nos propres existences. Ce qu'il reste du journalisme, c'est tout d'abord le courage de ceux pour qui l'éthique passe avant les problématiques de fin de mois. Et, in fine, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, comme l'écrit Éric Leray dans Le journal sans journaliste. Le proverbe ne dit-il pas « Aide-toi, le ciel t'aidera ». C'est sur cette note pleine de sagesse que l'on met fin à cette vidéo et on vous attend la semaine prochaine pour l'épisode 3, démocratie du haut et démocratie du bas. D'ici là, pensez à lâcher un pouce bleu, à commenter et nous relayer. Et comme promis, à partir de l'épisode 4, on sera ouvert à toutes vos suggestions d'émissions. À très vite.